Bonjour à toutes et à tous, pour ce nouvel épisode on va aborder de nouveaux mécanismes évolutifs, et pour ça on va parler de sexe, et plus particulièrement du sexe énigmatique des hyènes tachetées. C'est parti. Actuellement il existe 4 espèces différentes de hyènes, mais nous aujourd'hui on va s'intéresser aux hyènes tachetées. C'est la plus grande espèce parmi les 4, et elle vit en Afrique subsaharienne. Les hyènes tachetées vivent en groupes, des groupes pouvant aller jusqu'à 80 individus. Ce sont des groupes fortement hiérarchisés, avec une chaîne linéaire dominant-dominé, comme chez les loups. La différence avec les loups, c'est que chez les hyènes, ce sont des sociétés matriarcales. Donc globalement, ce sont les femelles qui vont dominer les mâles. Ces derniers ne vont même pas essayer de se dominer entre eux, ce sont les femelles qui vont s'agresser régulièrement pour pouvoir monter ou descendre dans la hiérarchie. Puisque quand on est une femelle dominante, on a un meilleur accès à la nourriture qu'une femelle dominée. Alors des sociétés matriarcales, c'est pas rare chez les animaux, ça s'observe chez les éléphants, les orques, les bonobos, etc. La hyène tachetée est par contre la seule espèce de mammifère où les femelles présentent des organes sexuels masculinisés. Le vagin est obstrué, les lèvres sont repliées pour former des bourses, et le clitoris est tellement allongé qu'il atteint la taille du pénis du mâle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a du mal à différencier les mâles des femelles chez les hyènes tachetées. Comme le vagin est obstrué, l'accouplement n'est rendu possible que via l'orifice du clitoris qui forme un conduit jusqu'à l'utérus. Et la fameuse énigme de cet épisode, c'est celle-ci. Comment expliquer la masculinisation des organes sexuels chez les hyènes tachetées femelles? Alors quand on voit un caractère aussi étrange, aussi unique, la première chose à laquelle on pense, c'est qu'il doit donner un avantage aux hyènes, en termes de survie. Vous vous souvenez, un individu qui a un caractère qui lui permet de survivre plus longtemps, va forcément faire plus d'enfants que les autres individus. Et il va transmettre ce caractère à ses enfants grâce à l'hérédité. Au fil des générations, la population va évoluer. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Et on va pas revenir sur les détails, si vous voyez pas de quoi je parle, je vous conseille d'aller regarder le premier épisode de cette série. Pour que l'environnement ait sélectionné un clitoris en forme de pénis, un vagin obstrué ou encore des fausses bourses formées par la vulve, c'est que l'un de ces caractères, peut-être même les trois, doit avantager les hyènes femelles, les faire vivre plus longtemps. Et pourtant non, c'est même tout l'inverse que l'on observe puisque la masculinisation des organes génitaux se révèle complètement inadaptée pour les accouchements. Comme le vagin est obstrué, les femelles doivent mettre bas via le clitoris, un fait absolument unique chez les mammifères. Les nouveau-nés doivent s'engager dans un conduit long de 60 cm à travers le pseudopénis de leur mère. Problème, le cordon ombilical ne fait lui-même que 18 cm, ce qui veut dire que le placenta se détache de l'utérus avant même que le petit n'ait pu sortir de la mère. 60% des petits meurent asphyxiés à la naissance, et on estime que 9 à 18% des mères meurent durant cet accouchement difficile. La masculinisation des organes sexuels chez les femelles hyènes ne semble donc pas être un avantage, au contraire même, puisque ça les tue elles et leurs petits. Le mystère s'épaissit, et j'imagine que certains d'entre vous commencent à se demander si cette histoire d'évolution et de sélection naturelle, c'était pas du pipeau. Eh bien non, la sélection naturelle existe bel et bien, mais il ne s'agissait que d'une des deux facettes de la théorie de l'évolution. Quand Charles Darwin publie L'origine des espèces, en 1859, il y traite surtout de la sélection naturelle, c'est-à-dire de la capacité à survivre des individus et de la reproduction différentielle que cela provoque. Mais dans son deuxième bouquin publié en 1871, il part surtout de l'évolution humaine, et il en profite pour affiner un peu sa théorie en parlant d'un autre type de sélection, la sélection sexuelle. Et c'est ce qui permet d'expliquer tout un tas de caractères présents chez les animaux, comme les bois du cerf ou la queue du paon. Ces structures ne permettent pas aux animaux de survivre plus longtemps, mais ils leur permettent de directement plus se reproduire. Et qui dit une meilleure reproduction, dit plus de descendants qui auront eux-mêmes ce caractère, à cause de l'hérédité. Et comme pour la sélection naturelle, au fil des générations, cela entraîne une évolution des populations. Cette sélection sexuelle, elle peut prendre plusieurs formes. Par exemple chez les cerfs, avoir des bois de bonne qualité, ça permet d'avoir un avantage pour les combats entre mâles, pour avoir un meilleur accès aux femelles. Mais bien souvent, ce sont les femelles qui vont sélectionner directement ces caractères. Si une femelle choisit des mâles avec des bois bien développés ou des plumes bien développées, elle va favoriser ces mâles qui ne vont pas survivre plus longtemps mais qui vont se reproduire plus et avoir plus de descendants. Alors vous me direz pourquoi une femelle choisirait un mâle avec des beaux bois ou des belles plumes? Eh bien tout simplement car c'est un signe de bonne santé. Il se trouve que les animaux parasités ont souvent des bois et des plumes de qualité bien moindre. Donc pour la femelle c'est un moyen de choisir des partenaires en bonne santé avec qui elle va pouvoir avoir des descendants, certainement eux aussi en bonne santé. Et c'est ça la sélection sexuelle. Alors malheureusement, cette théorie elle va être rejetée pendant plus d'un siècle,
D'une part parce que ce deuxième livre de Charles Darwin, il parle surtout de l'évolution humaine, et notamment du fait que l'homme et les autres grands singes partagent un ancêtre commun. Et ça, c'est une idée qui plaisait pas trop à l'époque. Et puis surtout cette idée que chez les autres animaux, ce sont les femelles qui choisissent, qui sélectionnent, et les mâles qui doivent se plier en quatre pour leur plaire, eh bien dans notre société patriarcale, ça passe pas trop. Puisqu'il y en a encore beaucoup qui pensent aujourd'hui que c'est l'homme qui choisit, qui sélectionne, et la femme qui doit plaire, porter des bijoux, etc. C'est l'ordre naturel, l'ordre biologique des choses. Ou pas. Mais revenons à Noyen Tachté. Si les organes sexuels masculinisés n'offrent pas aux femelles un avantage en termes de survie, alors peut-être qu'il en offrira en termes de reproduction. Eh bien non. Visiblement, avoir un vagin obstrué ou un clitoris en forme de pénis, ça ne vous permet pas d'attirer plus de mâles ou d'avoir plus de rapports sexuels. Au contraire, on a même vu que si vous aviez un vagin obstrué et un clitoris vraiment long, vous augmentiez les chances que votre enfant il meure asphyxié durant l'accouchement. Donc vous allez avoir moins de descendants. Mais du coup, on en revient toujours à la même question, comment ce mauvais caractère a pu être conservé? Si ce caractère n'a pas été sélectionné ni pour la survie, ni pour la reproduction, alors pourquoi a-t-il été sélectionné? Eh bien la réponse est simple, il n'a pas été sélectionné. Durant les années 70, une équipe de chercheurs a démontré que chez les hyènes tachetées, le taux de testostérone entre les mâles et les femelles était identique. Ce n'est pas le cas chez les autres mammifères, et même pas chez les autres espèces de hyènes, chez lesquelles le taux de testostérone est bien inférieur chez les femelles. Plus récemment, des chercheurs ont aussi remarqué que le placenta des femelles hyènes possédait une enzyme produisant une importante quantité de testostérone. Les petits, durant leur développement, sont donc fortement soumis à cette hormone. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous soumettez à un fœtus femelle un fort taux de testostérone? Eh bien, le vagin s'obstrue, le clitoris s'allonge et les lèvres forment une bourse. Bref, leur organe sexuel se masculinise. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, chez les hyènes tachetées, ce sont les femelles qui dominent. Et donc elles s'agressent régulièrement pour pouvoir monter ou descendre au sein de leur hiérarchie. Et c'est cette position, ce rang social, qui détermine l'accès à la nourriture et donc le succès reproductif. La femelle dominante se reproduit presque 3 fois plus que les autres. Or, avoir un fort taux de testostérone, c'est être plus agressif, plus combatif. C'est donc extrêmement avantageux. Et on tient là la réponse à notre énigme, puisque c'est donc la testostérone qui est le facteur sélectif clé. C'est la testostérone qui a été sélectionnée, pas les organes sexuels masculinisés. Un taux élevé de testostérone induit plus d'agressivité, et donc une meilleure place dans la hiérarchie, et donc un meilleur accès aux ressources et au mâle. Mais ce taux s'accompagne aussi d'un effet collatéral désavantageux, celui de masculiniser les organes sexuels. C'est ce que certains appellent un fardeau évolutif. Mais un fardeau pas suffisamment lourd pour empêcher cette adaptation d'avoir lieu. Puisque si vous faites 3 fois plus d'enfants que les autres, mais que la moitié de ces enfants meurent, eh bien vous faites toujours plus d'enfants que les autres. Et donc avoir un fort taux de testostérone reste un avantage en termes de reproduction. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que j'ai été assez clair dans mes explications. Pour celles et ceux qui n'avaient pas de connaissances sur la théorie de l'évolution, j'espère qu'avec ces premiers épisodes, vous commencez à visualiser ce que c'est que la sélection naturelle et la sélection sexuelle. Je voulais aussi montrer que derrière une théorie qui peut paraître simple, se cachent parfois des notions plus complexes. Par exemple, l'évolution n'agit pas sur chaque caractère d'une espèce. Elle peut agir au niveau hormonal, par exemple, ce qui va avoir des conséquences sur certains organes, sans que l'évolution n'agisse sur ces organes-là directement. En tout cas, le professeur Pangloss, qui disait à Candide que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, ne connaissait sûrement pas le concept de fardeau évolutif. Car on peut penser que l'évolution est un phénomène extraordinaire, mais ce n'est certainement pas un phénomène qui aboutit à des animaux parfaits.